23 septembre 1912. Cette histoire, le verdict, je l'ai écrite d'un trait, dans la nuit du 22 au 23, de 10h du soir à 6h du matin. J'ai eu la plus grande peine à sortir de dessous la table, les jambes ankylosées, à force d'être assis. L'effort terrible et la joie de voir comment l'histoire se déroulait devant moi, comme je fendais les os. À plusieurs reprises dans la nuit, j'ai porté mon poids sur le dos. Comment tout peut être risqué, comment pour toutes les idées qui me viennent, il est plus insolite. Un grand feu est préparé dans lequel elles se consument et renaissent. Comment il a fait bleu devant la fenêtre. Une voiture est passée, 2 hommes ont traversé le pont. À 2h, j'ai regardé l'heure une dernière fois. Légère douleur au cœur, la fatigue se dissipant au milieu de la nuit. C'est comme ça, et pas autrement qu'il faut écrire, avec une cohérence comme celle-là et pas autrement, avec cette ouverture totale du corps et de l'âme. Cette entrée du journal de Kafka a forgé sa légende. Elle a tout d'un miracle et tout d'un avertissement. Miracle, parce que la nuit se fend comme une eau noire et qu'un texte entier en surgit. Avertissement, parce que ce jaillissement est exceptionnel. Il dégoûte de la méthode. Il ne fonde pas une règle, il déplace notre regard. Kafka met sous nos yeux l'expérience d'un souffle. Ce souffle n'est pas réductible à un plan de travail. Il n'absout pas l'effort, mais il parvient à le déborder. Et c'est ce type d'expérience, vécue et recherchée par tous les artistes de tous les pays, de toutes les époques, qui ravivent un débat très ancien sur la création. Aujourd'hui, on apprend à penser la créativité dans un cadre mesurable. On irait même jusqu'à dire qu'une idée serait créative quand elle est nouvelle, surprenante, utile. On ne peut pas nier que ce cadre ait des vertus. Il clarifie des critères et il libère la création du pur mythe. Il rend transmissible des techniques, mais il produit aussi un effet collatéral, puisqu'il minimise l'inspiration. Il ne la nie pas frontalement, il la réduit à un bruit de fond, à une conséquence indirecte d'un bon système. C'est comme si l'on suggérait que, si tu règles bien la machine, la chose viendra. Or, la chose ne vient pas toujours, et lorsqu'elle ne vient pas, tu te crois coupable, la panne devient faute, la frustration une preuve d'incompétence. Tu n'as pas seulement du mal, tu te juges. Depuis l'Antiquité, cette tension a été pensée avec une grande rigueur. Dans son traité du sublime, au 1er siècle, le pseudo-Longin affirme que le sublime n'est pas une coquetterie de style, c'est l'écho d'une grandeur d'âme. 2 ressorts dits naturels y concourent, passion juste et hauteur de pensée. Rejoints par des moyens techniques, figure, choix des mots, composition. Entre les deux opère la fantasia, une vision intérieure vive qui précède l'expression, et le kairos, le moment opportun où la forme s'impose. La technique est requise, mais elle doit rester cachée pour laisser passer la lumière. Au XIXe siècle, le clivage se recompose. D'un côté le romantisme du génie et du don, de l'autre le naturalisme qui rêve d'une méthode scientifique d'observation et d'expérience. Nietzsche décape à son tour la dichotomie. Pour lui, ce que l'on appelle miracle est le seuil où un capital de travail longtemps accumulé se libère. Le génie n'est pas une exception métaphysique, mais une intensité de tri, d'invention et de rejet. Il retire au romantisme l'auréole magique sans livrer l'art à la procédure naturaliste. Car cet instant d'inspiration a toujours une histoire, une généalogie. Elle naît d'une épaisseur, des lectures, de la vie vécue, des deuils, des joies, des lenteurs, des silences. Tout cela constitue, couche après couche, le milieu où une phrase peut, un jour, survenir. Kafka parle d'un feu où les idées se consument et renaissent. C'est une image empruntée à l'alchimie. Rien ne se perd, tout est transformé par le temps. Si notre réflexe productiviste compte les heures selon la matière, les mots, les pages écrites, la production réelle inclut des heures opaques, des réflexions avides. C'est un temps de maturation indispensable. Cette clarification aurait pu ouvrir sur une autre modernité, mais 2 lignes ont pourtant continué de s'opposer. D'un côté, la psychanalyse fait une relecture de l'inspiration, comme affleurement de l'inconscient, surgissement d'associations que la volonté ne gouverne pas. On pense au surréalisme, mais aussi à l'héritage de Jung, qui perdure intensément de nos jours. De l'autre, l'essor des sciences de l'esprit et des neurosciences tente de modéliser processus, schémas, systèmes,
Comme nous le disions, ces démarches ont leurs apports. Elles décrivent mieux les conditions et aident à nommer après coup ce qu'une œuvre accomplit. Mais la pente est glissante. On finit par confondre condition et cause. Une condition rend possible, alors qu'une cause produit. Or, cette fameuse inspiration est un champ où l'ultime déclenchement ne se laisse pas contraindre. Elle surgit ou ne surgit pas. Imagine un marin, prêt à naviguer sur l'Atlantique. Il règle les voiles, lit le ciel, connaît les fonds, il sait où il veut aller. Tout cela relève de la compétence. Et pourtant, bien sûr, il ne crée pas le vent. Voilà la frontière. Accepter cet état de fait ne diminue pas l'auteur. Cela le libère du fantasme de toute puissance qui érode le rapport à soi. La frustration cesse d'être un verdict moral. Elle redevient la composante d'un art, exposée à un mystère extérieur, à ta volonté immédiate. Mais nous avons internalisé une équation trompeuse, selon laquelle la douleur et la valeur sont indissociables. Si ça ne brûle pas, ce n'est pas vrai, dit-on. Comme si l'on s'imposait une obligation d'extase. L'ivresse de Kafka fascine, mais l'ivresse n'est ni le critère, ni la norme. Le critère, c'est la justesse. Elle peut être sobre, lente, presque muette, jusqu'au moment où elle se révèle, que le corps et l'âme, justement, s'accordent d'une manière imprévue, et que des éléments jusque-là dispersés s'aimantent et trouvent leur harmonie. La douleur, si elle advient, n'est pas une boussole de vérité. C'est un produit de la vie, parfois fécond, parfois stérile. Là encore, cette alternance de régime n'est pas non plus étrangère aux neurosciences. On parle alors de régime ordinaire, conscient, séquentiel, et d'épisodes extraordinaires, où des associations foisonnent, frôlent le désordre, avant qu'une forme s'auto-organise. Mais l'intelligence, au-delà d'un certain seuil, ne suffit pas à expliquer ces rafales. Et quand bien même existerait-il un jour une explication, elle ne serait qu'une théorie morte, si elle ne s'incarne pas. Cette insuffisance heurte l'époque, parce qu'elle heurte notre orgueil. Si l'inspiration n'est pas entièrement calculable, entièrement modélisable et réplicable, quelque chose d'essentiel échappe. Mais ce qui échappe n'est pas un ennemi, c'est la signature d'un réel, plus large que ta prise, plus large que tes perceptions. Et c'est précisément ce surplus, cette immense acceptation de l'inconnu, qui rend l'acte d'écrire digne et courageux. Dans cette perspective, la frustration devient intelligible. C'est la collision entre deux rythmes, celui de ta volonté et celui de l'émergence. Quand ils ne coïncident pas, tu ressens une dette imaginaire, tu te dis « je devrais y arriver ». Pourtant, tu ne dois rien à un mythe d'efficacité personnelle que la société t'aurait mis en tête. Tu dois répondre à une vocation de rigueur, maintenir la présence, garder le cap, ne jamais travestir la vérité qui t'appelle. Poser cela ne résout pas la frustration, mais désamorce son poison. Elle cesse de te nommer, elle redevient un phénomène à accueillir, une occasion de résister, pour mieux grandir. Mais l'objection cynique n'est jamais loin. À quoi bon travailler si l'inspiration n'est pas la conséquence logique de mon effort? Parce que le travail artistique est ingrat. Et il ne mérite même pas de salaire. C'est un travail qui éduque la perception, affine l'oreille, simplifie l'intention, stabilise la main. Tout cela augmente la probabilité que, quand le vent se lève, tu le reconnaisses, et que tu tentes de vivre en le sentant te traverser. Il faut que tu sois réceptif, disponible à chaque instant. C'est ainsi que se forme le marin. Revenir à Kafka aide à conclure. Sa nuit n'est ni un talisman ni une recette. Elle est une pédagogie de l'idéal auquel on tend, pas après pas. Celui qui aura le privilège, une fraction de seconde, vivra cette communion du corps et de l'âme où l'énergie se concentre, la forme se donne, la joie affleure. Dans les faits pourtant, nous sommes tellement inconstants, tellement volatiles à nous-mêmes, et l'on présume trop souvent de sa propre lucidité que cet alignement parfait a plus de chances de survenir par hasard, d'où l'importance de maximiser les chances. Reste à poser les garde-fous pour ne pas chuter trop durement, car oui, chaque élan implique une chute. C'est la gravité d'être humain. Oui, le même Kafka a connu des jours stériles, des jours d'ennui et de résistance. Bien plus, à vrai dire, que des jours d'extase. Et combien de nuits sombres faut-il traverser pour revivre une nuit bleue? Et pourquoi cette nuit bleue, l'extase retombée, engendre-t-elle tant de vicissitudes nécessaires à la prochaine? Une vie d'écrivain n'est peut-être rien d'autre qu'un intervalle entre ces deux questions. Et vivre dans l'intervalle, c'est vivre dans la fidélité. Fidélité au travail qui patiente, fidélité au réel qui, par moments, se laisse dire. Et quand le vent retombera, que la crispation reviendra, tu pourras te souvenir que ton art n'est pas de le provoquer, mais de demeurer disponible, au point exact où il surgira ensuite.
La frustration ne sera plus l'ennemi qui te fait reculer devant la page. Tu n'auras pas à l'aimer, tu pourras cesser de la craindre. Et tu comprendras quel est le prix d'une parole qui, un jour, méritera le nom d'œuvre. Si ces quelques mots t'ont éclairé, qu'ils ont pu résonner avec ton parcours, alors n'hésite pas à t'abonner. Et si jamais, toi aussi, tu traverses des difficultés, tu pourras trouver un e-book gratuit dans la description qui pourra peut-être te donner des outils concrets pour mieux accueillir cette inspiration. En attendant, je te souhaite le meilleur dans ton écriture. Et l'on se retrouve pour une prochaine vidéo.